Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 22 janvier. 5 cas de dengue de type 2 décelés à Tahiti en moins de 3 mois. Le pays est en phase pré-épidémique. Les autorités sanitaires demandent à la population de se protéger des moustiques. Les enfants ne seront pas épargnés. L'opinion publique de plus en plus sensible à la condition animale en Polynésie. La surpopulation canine pose des problèmes de sécurité, de maltraitance ou de salubrité. La stérilisation massive est-elle la solution miracle? Nous en parlerons avec notre invité, le conseiller spécial environnement à la vice-présidence en charge du dossier bien-être animal. Daimana Lallement est notre invité ce soir. Coup de projecteur ce soir sur un atelier de menuiserie tout équipé, ouvert en libre service au centre-ville. À raison de 1 500 francs de l'heure, les bricoleurs du dimanche peuvent réaliser leur projet. Et puis après les Jeux du Pacifique, les fédérations sportives renouvellent une à une leur bureau. À la fédération de football, 2 candidats briguent la présidence, Thierry Aliotima et son challenger, Arsène Timiona. 5 cas de dengue de type 2 ont été recensés depuis le mois de novembre entre Punaouia et Mahina. 2 ont nécessité une hospitalisation sans conséquences graves. Si on ne parle pas encore d'épidémie, les instances sanitaires intensifient la prévention pour éviter une recrudescence des cas. Le virus circule et la protection contre les moustiques est plus que jamais de rigueur. Caroline Fary, David Chang. Fernand a le geste. Les moustiques, cet habitant de Saint-Amélie les chasse volontiers. Il n'a jamais eu la dengue, alors dans un environnement où l'humidité favorise les gîtes, il est conscient que la protection est essentielle. Oui, on fait le tour, la maison, vérifier tous les pots de fleurs. Il y a des fois, on a oublié. Une surveillance accrue des gîtes et l'utilisation de produits répulsifs sont fortement conseillés, même si leur prix n'est pas toujours incitatif. Toi, les paquets, mais à tous les magasins, hein? Même les bacons, ça coûte cher, mais c'est les meilleurs produits. À Tahiti, 5 cas autochtones de dengue sont recensés en 3 mois, une phase d'alerte pré-épidémique qui interpelle les autorités sanitaires. On voit que le rythme augmente un petit peu avec nos notifications de dengue et ça confirme que le virus est en train de circuler. Nous sommes encore dans une phase pré-épidémique, ce n'est pas vraiment une épidémie, mais avec le virus qui circule, nous commençons à nous préparer pour une possible épidémie de dengue. En cas d'épidémie, les plans de sauvegarde communaux sont en préparation et les personnels de santé en formation. La population, elle, est appelée à la vigilance face au virus. Il est important quand même de consulter quand on a de la fièvre, et particulièrement les enfants, puisque les enfants attrapent la dengue. Par exemple, pour le Covid, ils ont pu attraper le Covid, mais il n'y en a pas eu beaucoup de choses graves. Pour la dengue, c'est plus préoccupant quand même pour les enfants. Sans inquiéter outre mesure, il faut pouvoir consulter le médecin actuellement quand des enfants ont de la fièvre. La dernière épidémie de dengue a eu lieu en 2019. La prochaine, si elle se confirmait, n'arriverait pas avant le mois de mai. Et un nouveau cas de dengue vient d'être détecté à Saint-Hilaire, à Faa'a. Des pulvérisations ont été réalisées ce matin dans la zone infectée. Une autre est prévue vendredi. Le bilan de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire a été présenté aux médias ce matin. Un rapport de près de 300 pages. Cette initiative du groupe Ahere et Apollinatia n'est pas un règlement de compte avec l'ancienne majorité. Le document a pour objectif de mieux réagir en cas de nouvelle crise. Selon le rapport, la crise a participé à creuser la dette du pays. Elle s'élevait à 80 milliards de francs en 2020, quasiment le double en 2023, 156 milliards de francs. Parmi les recommandations principales, une clarification des compétences entre État, pays et communes et une meilleure coordination des établissements de santé. On voit cela avec Nicolas Suir et Heidi Enko. La gestion de la crise Covid n'a pas été parfaite. Pour autant, la commission d'enquête ne veut pas juger qui que ce soit, mais dresser un bilan pour permettre plus d'efficacité lors de la prochaine crise. Rappelons que 778 personnes ont perdu la vie à cause du Covid. L'économie de la Polynésie a beaucoup souffert. Le pays a débloqué un fonds de solidarité à hauteur de 64 milliards de francs pacifiques pour venir en aide aux entreprises. Et l'intervention de l'État s'est traduite majoritairement par des prêts garantis à hauteur de 120 milliards.
La commission d'enquête pointe du doigt un problème de limite des compétences entre les différentes autorités. Elle recommande donc une clarification des compétences de l'État, du pays et des communes dans le statut, afin de faciliter la prise de décision et également de mieux délimiter les responsabilités financières. Aujourd'hui, on se demande si c'était à la Polynésie, par exemple, de devoir payer tout ce qui relevait de la santé. Et d'après les différents témoignages et les recherches que nous avons faites pendant ce rapport, on voit qu'en cas de crise, il y a quand même des compétences, même si elles relèvent de la Polynésie, qui peuvent être imputées à l'État. De plus, la commission a pris 1 mois pour mener une consultation citoyenne auprès de 776 personnes. Il en ressort 2 points importants, l'obligation vaccinale qui a divisé la population polynésienne et la difficulté du deuil durant la crise. Sans évidemment ces familles et puis aussi les pompes funèbres qui sont venus nous rapporter à quel point c'était difficile pour les familles de ne pas pouvoir accompagner leurs défunts, de ne pas pouvoir assister à la mise en bière, de ne pas pouvoir avoir la certitude qu'il s'agissait bien de leurs défunts dans le cercueil. Donc toutes ces choses-là ont profondément marqué certains qui n'ont pas pu faire leur deuil à cause de ça. Aussi, la commission recommande l'installation de vitres sur la housse mortuaire ou le cercueil. Au total, 49 recommandations ont été présentées à l'Assemblée de Polynésie le 18 décembre. Enfin, la Commission rappelle que la Nouvelle-Calédonie a bénéficié d'une subvention de l'État à hauteur de 15 milliards, plus 4,5 milliards pour équilibrer ses comptes sociaux. Elle demande qu'en Polynésie aussi, la solidarité nationale s'exprime par des subventions plutôt que par des emprunts. Et le rapport intégral de la Commission est disponible sur le site du journal officiel de la Polynésie française depuis vendredi. Une campagne de stérilisation des chiens débute à Tahiti avec une population canine de 500 000 chiens en Polynésie. La situation est urgente. Heureusement, une dizaine d'associations œuvrent sur le terrain au quotidien pour nourrir les animaux errants et les faire stériliser lorsqu'ils le peuvent. Aujourd'hui, 2 chiennes de la plage d'Atimaono ont pu en bénéficier grâce à l'association Les 4 pattes de Papara. Mélanie Gamblin et Mélissa Chong. On part pour la grande journée de stérilisation aujourd'hui, ma chérie. C'est fini la misère. Fini les bébés dont elles ne veulent plus. Negro et Noiraude sont prises en charge par leur maman de substitution. Après une carrière chez Air France, Marama œuvre dans l'association Les 4 pattes de Papara. Elle veille désormais sur les chiens errants autour de sa commune, mais ses actions s'étendent bien souvent jusqu'à la presqu'île. Je tiens à parler de la situation, notamment des communes entre Taravao et Tautira. On a trouvé que c'était vraiment les communes qui étaient le plus dans un dénuement total. Alors il y a une aide qui est proposée, mais qui est absolument hors de portée de certaines familles qui ont 10, 12, voire 15 chiens, et je ne vous parle pas des chats. Et ces familles, je ne sais pas, j'en appelle aux maires de ces communes, il faut qu'ils aillent se promener, il faut qu'ils aillent rencontrer leur population. Le million de subventions de l'association s'écoule trop vite. Et en attendant l'enveloppe de 60 millions promise par le pays, ces petites mains nourrissent jusqu'à 50 chiens par jour avec le cœur. Je ne supporte pas de voir les animaux avoir faim, je ne supporte pas. Je ne fais pas partie de l'association, je le fais de moi-même. Parce que d'ailleurs, il y a 2 ans, on a récupéré une fratrie, une maman qui a été balancée au collège Matéa avec ses petits. Mais aujourd'hui, pas de destinée tragique. Les 2 sœurs de rue sont gentiment accueillies à la clinique de Paia. Par le biais des associations, les propriétaires peuvent avoir un tarif réduit à 15 000 francs au lieu de 25 000. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils donnent ce qu'ils peuvent. Bien déjà pour toutes les familles qui ont des chiens. Mais il faut prendre aussi nos responsabilités. C'est vrai que les chiens, c'est pas prendre à la légère. Alors, en Polynésie, c'est catastrophique. Sur Terre, il y a très peu d'endroits comme ça développés où il y a encore des chiens errants. Le problème ici, c'est que c'est des chiens divagants aussi pour la plupart. Et après, ils se multiplient parce que personne ne fait rien, quoi. Une seule femelle peut donner vie à plus de 4000 chiots durant sa vie. En Polynésie, ça donne 500 000 chiens en tout, soit presque le double du nombre d'habitants. Une cellule pour le bien-être animal a vu le jour en novembre dernier. Tant mieux, parce qu'il y a du travail pour maintenir l'image de la Polynésie sur les cartes postales.
Et oui, au fil des ans, la condition animale prend sa place dans le débat politique. Un portefeuille ministériel avait été créé par le gouvernement Fritsch. Du côté du gouvernement Broderson, une cellule dédiée au bien-être animal est désormais en place, on l'a entendu. Bonsoir Raimana Lallement. Vous êtes conseiller spécial environnement à la vice-présidence et vous avez la charge de ce dossier, un vaste dossier. Les associations de protection animale préconisent des campagnes de stérilisation massive des animaux et notamment des animaux errants. Est-ce que les 50 millions votés en fin d'année à l'Assemblée seront suffisants? Oui, Yorana, d'ailleurs je tiens à saluer l'ensemble des associations qui œuvrent sur le terrain. Alors pour 2023, donc, il y a eu 60 millions de subventions. Ces subventions vont être touchées en partie au mois de février. Et donc des appels à projets ont d'ores et déjà été lancés au sein de la direction de l'environnement pour 2024 avec un budget de 50 millions qui peut potentiellement évoluer dans le cadre de collectifs budgétaires prochains. Mais c'est une somme moyenne tout à fait correcte. L'idée, c'est d'aider le particulier à payer ses stérilisations. Pour une chienne, par exemple, c'est 25 000 francs environ. C'est difficile pour les familles. C'est très très difficile. Alors l'objet ici, c'est surtout de subventionner les associations qui mettent en œuvre un certain nombre de campagnes pour la stérilisation, mais les associations vont plus loin, parfois avec aussi de l'identification et des soins pour ces animaux qui sont auprès des familles les plus démunies. Donc c'est véritablement d'assister ces associations et on l'espère dans un cadre stratégique un petit peu plus développé pour les prochaines années. On sent que la tâche est immense. Comment vous allez faire face ? Alors la tâche est véritablement immense pour la simple et bonne raison que la stérilisation, c'est un des aspects, la gestion des populations, c'est un des aspects. Et c'est pour cela qu'au niveau de la vice-présidence, donc, on a effectivement créé une cellule au sein de la direction de l'environnement. On espère avoir un agent à plein temps en 2024 sur cette cellule. Et aussi, c'est pour cela que le président du pays a officiellement en fait, donné l'attribution de gestion des populations et de maltraitance animale à Madame la vice-présidente. Alors l'un des problèmes majeurs qui découlent des animaux en divagation, c'est la sécurité. Au moins 2 décès sont à déplorer ces dernières années. Il y a aussi des enfants qui ont été mordus. En meute, les animaux peuvent provoquer des accidents très graves. Il y a aussi ces chiens de catégorie 1 ou 2 qui peuvent s'avérer dangereux. Comment remédier à cela ? Alors, il y a une grande complexité sur le sujet parce que ça relève principalement des communes, évidemment sous le régime juridique de l'État, le régime de l'ordre public, de la sécurité publique et aussi du pays dans un certain sens. Et donc, il faut une coordination finalement des moyens de tous les acteurs pour arriver à améliorer la situation et notamment en ce qui concerne la création de fourrières ou la mutualisation de moyens pour les fourrières, mais aussi la création de refuges qui permettraient quand même de faire baisser la pression sur les dites fourrières. Le nombre de fourrières ou de refuges se compte sur les doigts d'une main. Que se passe-t-il ? 48 communes, c'est leur compétence. Pourquoi ces fourrières ou ces refuges n'existent pas ? Parce que effectivement, ça coûte cher. Mais il y a des solutions, en réalité, des solutions de mutualisation des moyens. On le voit bien avec le SICFA, qui est la fourrière de Punaouia et de Paea aujourd'hui, mais ça va peut-être tendre à s'étendre, justement. On voit que ça peut fonctionner et peut-être qu'il y a eu une prise de conscience un peu tardive à ce niveau-là. Mais je suis persuadé qu'on va réussir à améliorer les choses. Il faudra juste un petit peu de temps. Il y va de l'image du pays. Tout à fait. Alors, il y a des conséquences qui sont liées à la tranquillité publique, à la sécurité, à la salubrité, mais aussi à l'économie, avec une image qui peut ternir, effectivement, si des touristes se font malheureusement mordre par des chiens en divagation. Alors, un sujet délicat, la consommation de chiens existe toujours avec une mise à mort qui s'apparente à la torture. Ça fait partie des préoccupations du ministère ? Tout à fait, en matière de maltraitance animale, au sens le plus général possible. On a eu des faits divers malheureusement plutôt atroces ces derniers mois et l'objectif est véritablement de saisir les autorités judiciaires, le parquet, à chaque fois que nous sommes informés de ces faits et nous appelons aussi finalement la population à saisir la justice quand ils sont au courant de ce type de faits malheureusement terribles. Merci beaucoup, Raimana Lallement, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial environnement à la vice-présidence. Merci beaucoup.
Après le Nautica samedi, le paquebot Viking Sky a fait escale à Papeete ce matin. Les 2 premiers d'une longue série, puisque plus de 3500 croisiéristes doivent encore débarquer au centre-ville jusqu'au 30 janvier. 7 navires au total, des rendez-vous précieux pour les prestataires touristiques, une aubaine aussi pour les commerçants. Aujourd'hui, 839 clients potentiels ont posé le pied à terre à Tahiti et visiblement le charme a opéré. Ils ont dit leur enthousiasme à Méréini Gamblin et Mélissa Chang. Nous vivons en Floride. Nous avons pris un vol jusqu'à Los Angeles où l'on a embarqué à bord du paquebot. La croisière se passe très bien. Nous profitons de chaque moment. Nous avons fait un tour à Moorea et maintenant nous allons vers la Nouvelle-Zélande. Papeete est magnifique et Tahiti est juste incroyable. J'ai fait beaucoup de voyages dans le Pacifique, mais je n'étais jamais venu en Polynésie française. C'est ma toute première fois. Les Polynésiens sont vraiment accueillants, chaleureux. Ils sourient tout le temps. Votre population est toujours heureuse et nous adorons voir cela. Et sur le front de mer, le nouveau terminal de croisière devrait être opérationnel dans le courant du premier trimestre 2024. L'avenir du secteur touristique qui préoccupe l'opposition, une plateforme autonomiste serait en train de se constituer. Ce matin, Tepua Rauri Teritei était l'invité café sur Polynésie, la première radio. On l'écoute. D'abord, travaillons sur les sujets d'aujourd'hui, et je le répète, la vie chère et les vraies préoccupations des Polynésiens, donc, qui sont à mon avis pas forcément le renouvellement de la plateforme autonomiste. Voilà, les Polynésiens ont envie d'avoir un toit sur leur tête, avoir accès à plus de consommation, à avoir un meilleur niveau de vie. Ça, ce sont des sujets pour lesquels nous devons donner de l'énergie aujourd'hui. Ce qui veut dire que cette plateforme autonomiste, vous la mettez de côté ou alors vous vous dites qu'il faut laisser le temps faire son œuvre? Alors, on ne la met pas de côté, hein. Elle est là, elle est sous-jacente parce qu'effectivement, c'est quand même des questions qu'on doit se poser. On a des échéances électorales qui arrivent très vite. On a les européennes très bientôt, même si c'est, on le sait, pas une priorité pour les Polynésiens, mais c'est quand même important, les élections européennes, puisque l'Europe nous accorde quelques financements qui nous ont aidés à mettre en place certains projets importants. Ensuite, il y aura les communales qui vont très très vite arriver, puisque c'est en 2026, c'est déjà dans 2 ans. Donc tout ça se prépare d'ores et déjà aujourd'hui. Et puis surtout, le mot d'ordre, c'est arriver à se réunir, arriver à être tous ensemble autour d'un projet commun. Et demain, Ibrahim Abedazi recevra Taivini Teai, ministre de l'Agriculture. Il sera notamment question du conditionnement des légumes des Australes. Difficile parfois de bricoler chez soi, faute de place ou de matériel. Il y a 6 mois, un ancien ingénieur, Pascal, a ouvert un atelier, un lieu ouvert à tous pour bricoler mais aussi s'initier ou réaliser des projets, car ici, tout est mis à disposition du bricoleur du dimanche. Caroline Fary et Mirko Vanfo ont fait un petit tour des lieux. Regardez. On va démarrer maintenant, hein. Oui. On va sauter, hein. N'est pas bricoleur qui veut. Dans cet atelier de Papeete, débutants, hommes comme femmes ou artisans déjà qualifiés peuvent confectionner l'ouvrage rêvé. Aujourd'hui, ce petit groupe de novices s'essaye au porte-bouteilles. C'est vraiment bien parce qu'on n'a pas forcément le matériel chez nous. Donc du coup, pour X raisons, le coût, etc. Mais déjà le simple fait de venir dans un atelier tout équipé avec Pascal qui nous accompagne, donc le gérant de l'entreprise Bricolab, et qui nous aide à faire nos objets. Et donc du coup, c'est vraiment bien. J'avais jamais bricolé. Après, à part peut-être les bases à la maison, mais jamais vraiment eu l'occasion d'être sur des machines ou quoi que ce soit. Et c'est facile là Pour l'instant, oui. Oui, c'est assez facile et Pascal nous explique super bien, donc on est bien cadré. Pascal, ancien ingénieur en énergie renouvelable, a abandonné son métier pour se lancer dans l'aventure. Le bricolage à la carte, un concept de mutualisation des ressources intelligent et d'avenir dans une société en surconsommation. C'est parti d'un constat assez simple, hein, c'est que moi j'avais des outils et puis j'ai pas mal d'amis qui me demandaient de leur prêter ou de venir bricoler chez moi. Donc ça m'a donné cette idée. Ensuite, c'est un concept que j'avais déjà vu également en France, à l'époque où j'y travaillais. Et voilà, donc je me suis décidé de me lancer.
2 millions de francs d'investissement pour le matériel, hors location du local, et une aide du CEFI ont permis la réalisation de son projet. Il y a certaines machines que j'avais déjà, donc j'ai pas tout acheté pour Bricola, mais du coup je les ai mises dans l'entreprise. Par contre, j'ai dû construire les établis, trouver le local à louer. C'était pas très évident de trouver un endroit qui voulait bien de cette activité. Ici, chacun repart avec son ouvrage. Les tarifs et les horaires sont variables selon les projets. L'activité ludique et utilitaire devrait séduire les bricoleurs du dimanche. Du MMA au Tuamotu, un militaire affecté à la 4e compagnie du RSMA de Ho profite de sa mutation pour faire découvrir sa passion du jiu-jitsu brésilien à ceux qui le souhaitent. Ceinture noire, ancien dirigeant de club, fort de son expérience de 20 ans dans cette discipline martiale, il propose des cours tous les samedis matins dans la salle omnisport de l'atoll de Ho. L'engouement est là, avec une dizaine de participants. Écoutez la réaction de l'enseignant et d'un élève au micro de notre correspondant Mathieu Allot. En Polynésie, les jeunes d'origine, c'est des guerriers. Ils aiment ça. Donc on peut le voir. On est quand même assez nombreux. C'est un petit village. Je ne sais même pas s'il y a 1000 habitants à peu près. Je ne sais pas trop. Il y a quand même pas mal de jeunes qui viennent. Et oui, c'est des guerriers. Ils aiment ça. Et puis ils aiment apprendre. Et puis je partage ma passion avec le cœur avant tout. Ça tape dedans, c'est exigeant. Et après, ça rend humble aussi. Voilà. Content. Retour à Tahiti où les fédérations élisent leur président après les Jeux du Pacifique. 2 candidats se disputent la présidence de la fédération de football. Thierry Ariotima, l'actuel patron de la FTF, brigue un 4e mandat, tandis que son adversaire Arsène Timiona, lui, participe à sa première élection. Le dépôt des candidatures est clos depuis jeudi dernier. James O et Sandro Lee les ont rencontrés ce matin. Unis vers l'avenir, c'est le nom de la liste que mène Thierry Ariotima. Élu président de la Fédération tahitienne de football en 2011, l'ancien joueur de JT est candidat à sa propre succession. Pour y arriver, il compte mettre en avant son expérience et surtout son bilan qu'il tient entre ses mains. Un livret d'une 30aine de pages qui recense les actions mises en place pendant la précédente mandature. Pour le bilan des 4 années passées, depuis 2019 à 2023, je pense que les présidents savent exactement ce qui a été fait. Sur le plan sportif, c'est vrai que les résultats ne sont pas très satisfaisants, mais quelque part c'est satisfaisant puisque dans la plupart des sélections, on est arrivé quand même en quart de finale, en demi-finale. Mais c'est pas assez, là je reconnais. Et là, on travaille dur depuis déjà la rentrée de 2003-2024. De piètres résultats lors des précédents Jeux du Pacifique, c'est justement sur ce point que la liste AAPI FTF 2024 de Timiona Hassen, l'entraîneur de l'AS Dragon, compte faire la différence. Ça fait 15 ans que notre football, sincèrement, ne va plus. On est en train de couler, Et moi, avec mon équipe, on voudrait un changement. Je veux aider les clubs et je veux aussi apporter par rapport à notre football d'élite. Quels sont vos projets prioritaires si vous êtes élu? Alors, si on est élu en 2027, il y a les Jeux ici. Ma priorité, je vais préparer une équipe dès que le 4 février. Je ne vais pas attendre les 4 ans. Le 4 février, il y aura une préparation pour une équipe pour les Jeux 2027. Annoncé la semaine dernière par Radio 1 comme étant lui aussi candidat, Rocky Eitam-Ei n'a finalement pas déposé sa liste et demande le report des élections prévues le 3 février prochain pour irrégularité. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. 5 cas de dengue de type 2 ont été décelés à Tahiti en moins de 3 mois. Le pays est en phase pré-épidémique. Les autorités sanitaires demandent à la population de se protéger des moustiques. Contrairement au Covid, les enfants sont davantage concernés par cette maladie. Un seul mot d'ordre, lutter contre les gîtes et les piqûres de moustiques. Au programme de votre soirée sur la première, des séries, Designated Survivor et Meurtre au paradis. À la une de Tahiti Info demain, après l'incendie, la recherche de responsabilité. Voilà pour les informations de ce lundi. On se quitte sur les images d'une exposition de 6 artistes à la salle Muriavai de la Maison de la Culture, à découvrir tous les jours jusqu'à 17h jusqu'au 28 janvier. Belle soirée sur nos antennes et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.